Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Alain Bokobza. Bonjour. Bonjour. On est très Alain content de vous recevoir, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondiale de Société Générale CIB. On va faire le tour du monde avec vous, mais on va commencer par l'Europe puisque c'était réunion de Banque Centrale hier, une baisse des taux de 0,25 points, pas de grande surprise. On a eu l'impression que l'inflation c'était pas terminée en Europe et pourtant quand on regarde les derniers chiffres qu'on a eus, on est sous les deux en France, en Allemagne, on a l'impression quand même que c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi une telle prudence du côté de la BCE? Je pense que la Banque Centrale Européenne avait failli à sa mission au moment où il y a eu une vague d'inflation majeure qu'on a tous subi. Ils ont réagi trop tard et ils veulent démontrer à la direction de la Banque Centrale Européenne qu'ils ne vont pas faire l'erreur inverse de desserrer les taux trop vite et trop fort. Donc là, ils accompagnent la désinflation, donc la détente des chiffres d'inflation. C'est pas un effondrement, mais ça va quand même. Depuis octobre 2022, les chiffres sont plutôt bons. Donc ils décélèrent, désormais y compris dans l'inflation des produits alimentaires. Ça, c'est nouveau. Les prix énergétiques baissent, le prix du pétrole baisse. Donc tout ça va aider. Je trouve qu'ils ont confirmé hier, la direction, Madame Lagarde, a confirmé la direction de la politique monétaire qui vont, en gros, faire 25 points de base de baisse des taux par trimestre. Là, c'est la deuxième baisse des taux. Ils vont continuer 25 points de base par trimestre et c'est inscrit dans le marbre. Et ça, c'est très important, la direction, ce vers quoi ils vont aller par opposition à ce qu'ils ont fait. Et la direction, et on ne peut plus clair, qu'ils vont continuer. Donc le message, il est bon. Évidemment, pour les marchés, c'est très important parce que la détente, le coût du capital va baisser et ça va détendre un peu là où il y avait des acteurs ou des secteurs tendus par trop d'endettement. Il n'y a pas que l'inflation qui baisse, Alain Bokobza, il y a aussi les perspectives de croissance européenne qui ont été revues à la baisse d'un point de base hier. Est-ce que cette baisse des taux d'intérêt de 25 points de base est suffisante face au ralentissement économique européen ? Alors, 25 points de base en tant que tel, la réponse est non. Ce n'est pas 25 points de base qui vont changer la donne. C'est pour ça que je mentionnais la direction. Et là, Christine Lagarde s'est exprimée structurellement sur la direction qui va continuer dans son assouplissement. Ça va aider. Mais pas que. Il y a à la fois la direction fiscale, dont on attend incertaine pour l'instant. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes sur les mesures, mais je pense que vous partagerez au total en Europe, voire aux États-Unis, qu'on n'aura pas d'austérité majeure dans les 2-3 ans qui viennent. Quels que soient les leaders, il y a des reconfigurations en Allemagne et en France, il y a une grande élection aux États-Unis. On n'attend pas d'austérité majeure dans aucun des grands pays que je viens de citer. Donc la politique fiscale va rester sur des niveaux autour de 5% probablement pour les États-Unis après l'élection. Ils sont de déficit budgétaire. Et troisièmement, et c'était mentionné aussi dans le rapport de M. Draghi, l'importance des réformes de structure et de l'investissement pour investir dans le long terme, pour retrouver de la compétitivité. Donc il y a les trois facettes. Si on veut réfléchir, est-ce que la croissance peut rester au moins soutenue un peu pour éviter de tomber en récession? Il y a l'aspect politique monétaire, ça s'assouplit, ça va continuer. L'aspect fiscal dans lequel c'est difficile d'imaginer de l'austérité. Après, il y a des reconductions, il y a des réallocations. La situation n'est pas tout à fait la même selon les pays au sein même de l'Union européenne, de la zone euro en tout cas. Alors, le couple franco-allemand commence à s'éparpiller. L'écart est... Alors, je ne suis pas sûr qu'en termes de quoi... Enfin, l'Allemagne souffre plus gravement de son positionnement économique depuis 30 ans, d'être partie de la globalisation. Ils exportent beaucoup en Chine, on l'exporte moins. La Chine souffre beaucoup, donc ils souffrent aussi. Ils ont une industrie automobile géante à fabriquer des voitures qui sont un petit peu moins demandées par rapport aux électriques, etc. Donc l'Allemagne a une politique énergétique qui est compliquée. La France a son nucléaire et ses renouvelables. Se dessine, oui, absolument. Voilà, donc la France a des atouts qu'on découvre par rapport à l'Allemagne. Donc les deux pays ont leurs problèmes, c'est pas les mêmes. Mais si on raisonne sur l'Europe, au niveau de l'Europe, c'était votre question, il y a trois blocs. Il y a le bloc franco-allemand qui est en cours il faut qu'il se réinvente. De reconstruction, en quelque sorte. Il faut qu'il se réinvente parce qu'il y a des problèmes de fond et il y a des débats qui sont... Une petite crise de couple. Oui, mais les deux pays sont sur à la croisée des chemins pour qu'ils se réinventent. Il y a la périphérie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Irlande, des pays qui avaient beaucoup souffert dans la crise de 2010, 2012, 2020. Certains ont fait faillite, sont allés au FMI et là ils connaissent des croissances exceptionnelles sans inflation.
Donc la périphérie de l'Europe se démarque après avoir fait des efforts de compétitivité au début des années 2010. Et enfin, après une décennie perdue, c'est Portugal, Grèce, Italie, Espagne. Donc si on les cumule tous, ce qu'on appelait les pigs, mal nommés. Il faut changer l'ordre des lettres, mais des pays périphériques qui ont beaucoup souffert, qui ont fait des efforts de compétitivité et dont certains bénéficient des fruits de ces efforts 10 ans après. Mais ça se voit, la Grèce qui a sauté à plus de 5% de croissance, des marchés d'actions qui sont comme ça, des taux d'intérêt qui convergent parce que l'inflation est bien contrôlée, c'est quand même exceptionnel. Donc il y a la périphérie de l'Europe qui a plus de croissance avec un contrôle de l'inflation et des réformes de structure qui portent leurs fruits, avec des vertus en matière d'investissement. Il y a un troisième bloc, si on parle de l'Europe, qui est le Royaume-Uni, qui a fait une décennie perdue avec quelque part une guerre civile, entre guillemets, entre les Remainers et les Brexiteurs. Donc ça, c'est un chapitre qui est tourné avec ce nouveau gouvernement. Donc là, ils avancent, mais plus en paix. Avec des vertus. La Banque d'Angleterre a fait un travail exceptionnel de contrôle de l'inflation. Le Royaume-Uni avait beaucoup plus d'inflation que nous tous sur l'Europe continentale. Et ils ont un cycle d'inflation qui se détend et des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'en Europe. Et donc le potentiel de baisse des taux d'intérêt au Royaume-Uni est plus important que chez nous. Donc en matière d'investissement, on a plus de rendement et de la plus-value en capital. Donc on a des atouts européens. C'est un peu ce que dit Mario Draghi dans son rapport de 400 pages. Il dit on peut y arriver, on est à la croisée des chemins, mais il y a un changement de modèle, de vision économique à prendre. Il faut investir 800 milliards d'euros par an, faire l'union des marchés de capitaux, arrêter avec la fragmentation d'un certain nombre de domaines. C'est possible. Alors, ce que fait... donc, il y a 328 pages, je crois, dans le rapport Draghi sur sa partie B. Il y en a une soixantaine sur la partie A. Donc, il y a beaucoup de matière et beaucoup de travail qui a été fait. Il y a un positionnement qui est supranational. Monsieur Draghi est un économiste de formation qui a travaillé dans des banques d'affaires américaines. Qui a sauvé l'euro. Qui a sauvé l'euro à la tête de la Banque centrale européenne. Donc, il a un statut spécial, je dirais, dans la cartographie européenne. Et il a envie de rester à ce niveau supranational pour dire, voilà, l'Europe est à la croisée des chemins, les États-Unis se renferment sur eux-mêmes, quel que soit le gagnant de l'élection de novembre. La Chine a une stratégie industrielle qui dit son nom à base de subventions majeures. Donc là, ils y vont, avec leur stratégie économique, et dans certains pans, ils sont leaders mondiaux, dans les renouvelables, dans les voitures électriques. Enfin, on voit bien, ils ont une stratégie industrielle à coup de plan d'État. Et l'Europe doit se réinventer, donc il fait des propositions. Donc je pense que le positionnement qu'il a est d'intérêt. Et liste un certain nombre de mesures qui, en gros, sont un travail structurel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la politique monétaire, il y a la fiscalité et le travail structurel. Et l'Europe manque de réformes de structure pour positionner l'Europe dans les 10 ou 20 ans qui viennent, pour qu'elle soit gagnante dans ce monde-là. On a des gens bien formés, un système éducatif exceptionnel, beaucoup de vertus, et elles sont mal utilisées, ces vertus. Donc voilà, c'est un positionnement. Après, les conclusions à coût de je ne sais pas combien de centaines de milliards, on pourra en débattre, il faudrait un peu de temps. Mais et surtout de lire l'intégralité du rapport, que je n'ai pas pour l'instant fait à l'intégralité. Il y a des rapports de synthèse, mais il y a beaucoup de valeurs. Donc, le positionnement qui cherche à déplacer le débat vers la nécessité de faire des réformes de structure et d'intérêt. Oui. Parce qu'il tire la sonnette d'alarme aussi quand même, Mario Draghi. Il explique bien qu'on est complètement en train de décrocher face notamment aux Chinois et aux Américains. Alors si on se tourne vers les États-Unis, c'est là-bas que la croissance se trouve quand même aujourd'hui. Et là-bas, l'horizon vers lequel se tournent les investisseurs, encore et toujours. Alors, dans le rapport qu'on vient de publier hier, qui donne la vision d'ensemble de ce qu'on imagine dans les marchés, donc là on prend des risques avec l'expression de nos convictions, on va devoir scinder désormais l'exceptionnalisme américain en termes de croissance économique qui reste au présent. Ouais. Les États-Unis, ça ralentit, on n'est plus en surchauffe, mais on a un écart de croissance économique dans les 2-3 ans qui viennent qui reste supérieur à ce qu'on a ailleurs dans les pays développés. Point. En revanche, la supériorité de rendement des actifs américains, elle, est désormais avec un gros point d'interrogation. Puisque la réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, a un pouvoir de baisser ses taux d'intérêt bien supérieur, ce pouvoir, à ce qu'on peut faire dans la zone euro. On ne vient plus aux États-Unis, donc c'est plus facile de baisser. Absolument. Et la quantité, il y a eu un effondrement des régimes d'inflation, et la Fed va prendre des risques. On peut débattre de quand est-ce qu'elle va le faire, mais elle va prendre des risques, elle va baisser beaucoup plus ses taux d'intérêt que la Banque centrale européenne ne peut le faire. Ça,
en tant que tel, ça affaiblit le dollar américain. Ça fait 10 années consécutives que le dollar n'arrête pas de monter à des niveaux stratosphériques. On a eu une alerte début août avec un yen qui a pris 10% en quelques heures. C'est une alerte rouge sur ce qui est en train de se passer à l'intérieur des marchés d'échange. Donc dans l'exceptionnalisme américain, on a le dollar qui est en train de décrocher et qui va continuer de décrocher un petit peu contre l'euro et beaucoup contre le yen. Ce qui est plutôt bon pour la compétitivité américaine. Alors, pour le coup, aussi. Oui, et en fait, on voit bien que dans leurs exportations et leur compétitivité, les grandes technologies ont quelque part un pouvoir de prix qui a été indépendant de la vigueur du dollar américain. Oui. Donc, ils sont un petit peu moins, dans leur modèle économique, sensibles au dollar américain. Pour les nouvelles technologies, pour l'ancienne économie, ça va être très sensible, mais pour les technologies, c'est indépendant. Quand on a des puces telles que Nvidia les fabrique, peu importe le prix, c'est les meilleures puces du monde pour faire... C'est l'innovation qui paye. Mais puisque vous êtes responsable allocation d'actifs, et on finira là-dessus, parce que j'ai Marc Fiorentino dans le couloir, face à Eric Heyer, vous diriez que laissez pas tomber l'Europe. Il y a quand même, puisque vous parlez aux investisseurs, il y a des atouts, il y a une source de profit à faire. Alors, on voit la fragilité des actifs américains, donc l'exceptionnalisme américain qu'on avait sur l'économie et les marchés, on met un point d'interrogation là-dessus. Donc, avec les premiers avertissements sur les profits des grandes technologies américaines, on fait une pause dans la recommandation sur les grandes tech américaines, et c'était la vigueur du S&P. Donc là, on va mettre la pédale douce. L'Europe n'a pas ces grandes technologies, mais il y a des vertus, et surtout, c'est beaucoup moins cher. Donc dans la diversification internationale, l'Europe va nous intéresser sur les actions et sur les marchés obligataires des pays périphériques. Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu ce matin, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondiale de Société Générale CIB.